Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements issue de la conf L'intégration de l'IA générative en santé, organisée par Digital 113 dans le cadre du programme Digital is Future. Vous allez écouter la table ronde 2 sur l'IA et la formation en santé, transformation des pratiques pédagogiques, animée par le docteur Jean-Louis Freyss, cofondateur de Bot Design et copilote du programme Digital is Future filière santé. Deuxième session qui va être consacrée à la formation. Donc, on va sur cette table ronde plutôt travailler sur les aspects de formation autour des professionnels de santé. Mais évidemment, l'intelligence artificielle, c'est aussi de la formation pour les utilisateurs finaux que sont les patients. Et ça, on l'abordera dans une autre table ronde. Je voulais remercier Charline qui m'a beaucoup aidé à monter cette table ronde aussi. Donc, du coup, je la vois qui nous prend en photo. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter nos intervenants. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous appeler par vos prénoms et puis vous faites la même chose si vous voulez bien. Donc, on va commencer par l'extrémité avec Zacharia. Donc, Zacharia, vous êtes étudiant en médecine. Vous avez un doctorat de sciences de la vie et puis d'informatique. Et donc, on aura votre avis précieux sur le retour des étudiants. Juste à côté, Serge Alexandre, qui est responsable, alors qui travaille pour la Croix-Rouge, qui est responsable du pôle innovation et accompagnement à la réussite. Et donc, évidemment, la Croix-Rouge fait beaucoup de formations. Donc, c'était très pertinent qu'il soit à notre table ronde. À côté, Kevin, qui est donc chercheur, qui est aussi enseignant, associé à la faculté, et puis qui est responsable de l'école d'intelligence artificielle et du laboratoire d'intelligence artificielle du CHU de Montpellier. Donc là, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Juste à côté de vous, monsieur le professeur, là je vais vous appeler quand même par votre prénom, mais monsieur le professeur Pierrot, donc qui nous fait l'amitié de venir depuis Paris et qui vous travaillez à la Pitié-Salpêtrière, mais vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de l'école de formation avec qui vous travaillez avec Maurice. Donc on va avoir cet éclairage tout à l'heure. Et puis Zouberi, qui aussi vous êtes professeur et donc du coup d'intelligence artificielle et de machine learning et donc du coup de l'université de Montpellier. On va avoir votre éclairage sur ces solutions aussi. Alors en introduction, quelques éléments. On se rend compte que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle prend le relais d'un certain nombre de tâches qu'on avait l'habitude d'accomplir habituellement et que du coup, on a pas mal de papier dessus, mais on va y revenir. Elle crée ce qu'on appelle de la dette cognitive ou un petit handicap cognitif parce qu'on a aussi l'habitude de dire que le fait de travailler toujours en je prompte et j'accepte ce que j'ai prompté, ce que propose l'intelligence artificielle, sans toujours décortiquer ce qui s'est passé au milieu, c'est-à-dire rédiger son brouillon, critiquer son brouillon, et puis remettre le sujet sur le métier, et ben quelquefois, évidemment, ça appauvrit un peu notre cerveau, et on a l'habitude de dire aussi que en médecine, comme un muscle qu'on n'utilise pas trop s'atrophie, qu'est-ce qui va devenir de notre cerveau si jamais on l'utilise pas beaucoup et qui s'atrophie un peu. Donc ça, c'est les effets négatifs. Mais évidemment, il y a beaucoup d'effets positifs et on va voir aussi que on a des enjeux dans la formation médicale et paramédicale de rester attractif et de voir comment est-ce qu'on va être en capacité de proposer à nos étudiants des méthodes d'enseignement qui vont combiner la partie humaine et la partie artificielle. Kevin, on va commencer par vous, si vous êtes d'accord. Donc, vous m'avez expliqué en préparant cette table ronde, je reprends mes notes, que vous avez aujourd'hui déjà des méthodologies d'examen clinique standardisées sur lesquelles vous avez publié. Et donc, du coup, c'est intéressant que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Et ça a fait l'objet d'un travail de publication. Donc, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il faut qu'on crédibilise les résultats de ce qu'on produit. Et la publication en fait partie. La parole est à vous, si vous voulez bien.
Merci Jean-Louis, ravi de partager cette table ronde avec mes collègues là, qui ont travaillé beaucoup sur ces questions-là, de comment on va accompagner à utiliser l'IA pour former aux compétences cliniques, et puis après aussi apprendre à utiliser l'IA, parce que ça fait partie des deux éléments de la table ronde, je crois, aujourd'hui. Le plus important, on reste, en tout cas moi je suis médecin enseignant-chercheur et je crois qu'en la médecine fondée sur les preuves, et pour la pédagogie médicale c'est un peu la même chose, donc ce qui a été bien souligné Jean-Louis, effectivement l'important c'est d'évaluer ce qu'on propose à l'enseignement demain, et surtout dans cette difficulté où peut-être que évaluer les connaissances est devenu plus difficile à l'ère de l'accessibilité de l'IA générative qui nous donne accès à la connaissance si facilement. Et puis, nous pose question en tant qu'enseignant de comment on va évaluer nos compétences de nos étudiants demain. Qu'est-ce qu'on veut comme compétences pour nos étudiants demain? Parce qu'au final, les étudiants d'il y a 20 ans, moi quand j'étais étudiant et aujourd'hui, ça ne change pas. On va s'entraîner par rapport aux méthodologies d'évaluation qu'on souhaite proposer aux étudiants. Et c'est ça le challenge pour nous, je pense, en tant qu'enseignant, c'est de construire une façon d'accompagner les étudiants à toujours être évalués sur des compétences qu'on souhaite utiles demain pour le soin. Et on a pu on a l'occasion de mettre en place une méthodologie qui a pu être évaluée avec différentes études cliniques qui sont disponibles en ligne. Je vous invite à les lire si ça vous intéresse. Mais globalement, on a pu démontrer que ce type d'approche où on va proposer donc aux étudiants de discuter avec une IA et d'évaluer la simulation qu'ils font avec cette IA-là. Donc l'idée, c'est qu'ils soient actifs, qu'ils fassent par eux-mêmes, et on évalue comment ils agissent ensuite sur l'interaction qu'ils peuvent avoir de façon simulée avec une IA. À l'issue, moi, ce que j'adore faire en tant qu'enseignant, c'est de faire un feedback, un débriefing, parce que ce qui est super dans nos études médicales, c'est le compagnonnage. Et je pense que l'IA peut être une façon d'améliorer grandement ce compagnonnage, parce que va nous réduire, en tout cas moi me réduit ma capacité, je dirais, d'organisation logistique qui me prend énormément de temps si je devais mettre en place des simulations, à transférer ce temps-là vers plutôt du compagnonnage, de l'échange, de pourquoi tu as choisi ce mot-là, pourquoi tu as posé cette question à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, et faire qu'on peut vraiment réussir cette transition vers plus jamais la première fois sur un patient. Donc ça, c'est vraiment une opportunité, mais en tout cas, je le vois comme ça. Les étudiants, de toute façon, ont pris en main ces outils, donc d'une certaine façon, on n'a pas le choix, et on n'a pas le choix que d'évoluer nos façons d'entraîner et d'évaluer aux compétences. Et voilà, moi, je pense que ça nous ouvre une nouvelle ère, probablement vers des soignants qui vont être mieux formés parce que on aura eu de meilleures façons de les former grâce à l'IA. Merci. Renaud, vous enseignez depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, du coup, aujourd'hui, vous, dans la pédagogie que vous mettez en œuvre, comment est-ce que vous réfléchissez à l'intégration de l'intelligence artificielle? Et puis, finalement, vous vous dites qu'est-ce que je dois apporter aux étudiants de manière à ce que demain également ils soient capables d'utiliser l'IA. Donc il y a deux parties dans ma question, l'aspect sur la pédagogie et l'aspect qu'est-ce qu'on doit apporter en termes de connaissances, enfin ou de compétences, des deux d'ailleurs, connaissances et compétences, pardon, aux professionnels de santé de demain pour qu'ils soient peut-être en capacité d'utiliser plus fluidement, de garder l'esprit critique, mais sans une pression sur les épaules trop forte peut-être. Déjà, peut-être préciser qu'on est à la fois des enseignants et on est des médecins. Et on est des acteurs de la santé publique. Moi, j'ai passé ma vie à lutter contre les épidémies, qui est encore une autre problématique. En fait, on est là pour aider les étudiants, amener les étudiants, plus que les accompagner, les édifier en quelque sorte, vers une situation où ils vont pouvoir exercer un métier qui est très compliqué et très diversifié. Ce qui me paraît important, déjà, c'est que les enseignants, eux-mêmes, maintenant que l'IA arrive, les enseignants comprennent de quoi il s'agit. Parce que on en est là. On en est d'abord à avoir besoin de former les enseignants, de les ouvrir sur l'IA et d'avoir quand même un minimum de connaissances. Parce que s'ils sont handicapés par rapport aux étudiants qui, eux, ont utilisé
des fois, avec un manque d'esprit critique dans un certain nombre de cas, ils ne vont pas pouvoir jouer ce rôle. Donc il y a déjà cette première chose. La deuxième chose est très complémentaire de ce que fait et dit Kevin. Ce que je veux faire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des connaissances aussi à acquérir. Ingurgiter, c'est justement là, peut-être que l'IA nous apporte d'autres moyens pour faire donner accès à ces connaissances. Et là, je suis en train de travailler, par exemple, d'abord pour former les enseignants à l'IA en utilisant de l'IA et en utilisant des vidéos générées par l'IA, en utilisant des audios générés par l'IA, mais tout ça derrière des textes que par contre l'humain génère, parce que l'IA, les grands modèles de langage, il y a besoin de leur parler correctement. Et donc les textes sont très importants. Donc utiliser des outils d'IA pour accompagner, et là je viens de discuter avec Isabelle Lafont, la doyenne, elle a dit feu vert, on peut mettre en ligne les outils qu'on a mis en place, donc on va le faire très vite. Ça sert à ça aussi ces journées. Oui. Mais on va le faire très vite, c'est-à-dire faire en sorte que les enseignants, les étudiants aient déjà quelques connaissances des outils IA. Et derrière ça, et de ce que c'est que l'IA, ce que sont les LLM, ce que c'est que la vision par ordinateur et tous ces aspects-là, point important, ce n'est pas uniquement le domaine des spécialistes de l'informatique. On est très intéressés, nous spécialistes de la médecine en quelque sorte, à utiliser et à enseigner et à faire un lien avec tout ce qui est IA, c'est-à-dire que en fait on peut être très bon dans des domaines de l'IA parce qu'on connaît parfaitement le métier qu'on veut enseigner ou qu'on exerce. Donc, ce sont vraiment des points importants. Voilà comment je vois les choses. Très intéressant. J'avais parlé d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais là, vous me tendez la perche parce qu'on va revenir sur l'école de santé numérique que pilote Maurice. L'ambition, il me semble, qui était celle de l'appel à manifestation d'intérêt aussi, c'était de faire travailler ensemble des professionnels de santé, des ingénieurs, des juristes. Et là, du coup, c'est un peu ce mélange que vous êtes en train de mettre en œuvre, de manière à ce que les uns et les autres se connaissent et que les uns et les autres partagent un certain nombre peut-être de codes et de valeurs, non ? C'est déjà un mélange dans ma tête depuis quand même quelques années, parce que effectivement, sur une carrière, on n'est pas monolithique. Bien sûr. Il a fallu le faire, mais c'est très clairement, oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut fédérer, et je suis hyper content d'avoir rejoint aussi l'équipe de l'école de santé numérique d'un côté et Herios de l'autre, pour comprendre un peu ce que chacun peut apporter et puis se l'approprier et en faire une synthèse, parce que cette synthèse, les étudiants et les médecins en ont besoin. Merci. Avant de passer la parole à Zoubeir, moi je voulais interroger Zakaria, qui est notre étudiant, parce que du coup, là on va voir le point de vue de, entre guillemets, l'utilisateur final à qui ça s'adresse. En préparant la table ronde, ce que je vous disais, c'est que on lit de plus en plus que nos confrères, médecins, pharmaciens, professionnels de santé, se retrouvent quelquefois face à des situations compliquées pour lesquelles ils sont un peu secs. Ça nous est tous arrivé, évidemment. Et donc, du coup, le recours à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe. Donc, on en a parlé. Redonnez-nous un peu votre retour d'expérience par rapport à ça. On ne va pas dire que ça vous est arrivé à vous, parce que vous avez ce qu'il faut, mais il y a peut-être d'autres avec moi. Donnez-nous quelques éléments sur ces sujets-là, parce que ça permettra de faire une transition avec la suite. Merci, monsieur. Donc, si on parle de l'usage de l'intelligence artificielle par des médecins en clinique, dans des situations compliquées, je ne suis pas encore médecin, mais j'ai passé plusieurs mois en stage de médecine aux côtés des médecins, des chefs de clinique, des internes. Et il est arrivé plus d'une fois qu'on soit face à des situations très complexes, où on a du mal à savoir ce que le patient a. Un exemple, la phase aiguë post-AVC, où un patient vient d'avoir un AVC, il a une aphasie, il n'arrive pas à parler. Eh bien, j'ai vu plusieurs situations comme ça en plusieurs mois, et de mon échantillon d'expérience,
constat qui va peut-être en rassurer certains et en inquiéter d'autres. Je n'ai jamais vu un professionnel de santé demander quoi que ce soit à un chat, à un LLM dans cette situation-là. Mince alors. Et pourtant, l'IA est là. Hein. L'IA est dans l'hôpital sur certains logiciels, dans certains outils techniques. Mais pour ce qui est du diagnostic en urgence, j'ai eu le sentiment de voir un soldat dans un champ de bataille qui n'avait pas le temps de réfléchir à un éventuel robot pour l'aider. Pourtant, le shadowing médical, même aux urgences, je crois que ça existe. Mais en effet, c'est intéressant. Et donc, du coup, de votre point de vue d'étudiant, est-ce que vous pensez que vous avez aujourd'hui assez d'enseignements sur l'intelligence artificielle dans votre cursus médical? Alors, ce n'est pas un jugement, hein. C'est juste votre retour d'expérience, bien évidemment. Et puis peut-être quelques suggestions, parce que du coup, quand on n'a pas assez d'enseignements, entre guillemets, parce que les grilles sont déjà très pleines, on va se débrouiller tout seul à côté. On en a parlé, et donc du coup, c'est quoi votre expérience par rapport à ça? En toute objectivité, hein, j'ai démarré mes études de médecine intéressé par l'intelligence artificielle vers les années 2019. Et à ce moment-là, il se trouve que la seule formation qu'on avait dans le numérique, c'était plutôt des statistiques de base et qui n'étaient pas forcément raccordées à l'intelligence artificielle, au deep learning, et également l'utilisation de la formation aux utilisations bureautiques, hein, le C2I, donc le diplôme d'informatique médicale, qui s'assure qu'on sache utiliser Excel et des outils essentiels que même des médecins et des étudiants actuels ne savent pas forcément bien utiliser. Je me suis renseigné auprès de mes collègues pour quelque chose de plus actualisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai encore ce constat qu'on n'a pas forcément énormément de formation, du moins en premier cycle, sur les fonctionnements d'intelligence artificielle, sur qu'est-ce qu'une IA générative, ce qui serait important pour savoir que ChatGPT génère de la donnée. Enfin, tous les chats génèrent de la donnée. En revanche, il y a des formations ouvertes qui existent, il y a des moyens que l'université donne pour les étudiants curieux. Mais on a les étudiants curieux. Oui. Eh oui, bien sûr, comme d'habitude. Ok, donc du coup, je crois que la doyenne est très sensibilisée ici par rapport à ça. Et si en effet c'est compliqué de rajouter de la formation parce que les grilles sont déjà pleines, elle disait ce matin, en fait il faut transformer la formation et du coup pour intégrer l'IA, donc ça va dans ce sens-là. Zoubeir, vous êtes professeur en recherche appliquée. Vous travaillez beaucoup sur les modèles prédictifs. Et donc, du coup, vous, quand vous enseignez, justement, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur vos enseignements? Et ensuite, j'aurai une petite question qui va tourner autour de la labellisation de ces outils prédictifs que vous mettez en œuvre et de la formation à la labellisation. Merci. Ce sujet est très intéressant de formation de IA en santé. Quand ils m'ont donné cette tâche, c'est enseigner de IA en santé, et j'ai pensé, comme Kevin et Renaud aussi, peut-être donner les compétences pour le futur. J'ai commencé avec cette idée, mais après j'ai dit, OK, il faut peut-être savoir qu'est-ce qui se passe maintenant avec les étudiants. Donc j'ai cherché quelques enquêtes et j'ai trouvé il y avait de chiffres ici. 47% des étudiants de médecine, comme Zakaria, ils ont peur que l'IA menace leur travail, leur poste. Donc, ça m'a étonné. Donc, presque moitié des étudiants de médecine, ils pensent qu'ils vont perdre leur poste. Mais ça m'a montré, c'est vraiment, il y a une comment c'est quoi illiteracy, c'est le mot, illiteracy de IA. Donc j'ai changé d'idée pour, au lieu de donner de compétences pour le futur, j'ai commencé comment on peut éduquer les étudiants maintenant. Donc, on commence avec les choses fondamentales dans mon cours. On apprend les fondamentaux de l'IA, comment l'IA marche, quels sont les pièges,
quels sont les enjeux de IA et qu'est-ce qu'on veut. Peut-être quelques points que j'ai vus dans les classes. C'est juste dans les classes de médecine. C'est aussi j'enseigne dans les facultés des sciences, des étudiants de master aussi. Et aussi, j'ai des étudiants de doctorat aussi. Donc, je vois un peu les mêmes motifs. Quand on parle, par exemple, de probabilité, ils pensent que probabilité, ça veut dire vérité. Donc, c'est une erreur, c'est très commun dans le public. C'est aussi, ça reflète dans les étudiants aussi. Et aussi, donc, on fait beaucoup de travail pour ça, pour montrer les exemples, pourquoi la probabilité, ça ne veut pas dire la vérité. On parle de IA, on parle de toujours les probabilités, c'est un chiffre, mais ce n'est pas exactement la vérité. Quand on voit un patient, c'est un individuel, peut-être pas représenter le moyen général qui IA est entraîné. C'est un autre sujet. Hein. Donc, IA, quand vous connaissez très bien, IA donner les réponses dans la base ils ont entraîné, les données ils ont entraîné. Donc, il y a des problèmes de biais, il y a des problèmes d'équité, il y a des problèmes d'hallucination. On parle ça beaucoup. Il y a aussi, je trouve, peut-être pas dans les niveaux de Zakaria, mais dans les étudiants de master et doctorants, ils sont très fascinés par les performances de modèles. Quand ils ont trouvé quelque chose, plus de 80% de area under the curve, des choses comme ça, ils ont « Ouais, j'ai trouvé quelque chose, c'est super ». Mais il faut toujours regarder les explicabilité. Oui. Donc, explicabilité. Donc, quand on regarde les prédicteurs, par exemple, les features, comment les modèles prédire, parfois on voit, par exemple, quand on prédire les gens qui sont sains, donc on voit, ils ont inclus, par exemple, le médicament. Oui, il y a un médicament, ça veut dire que cette personne n'est pas plus malade. Donc, des choses comme ça, peut-être très simple pour vous, mais pour les étudiants, c'est vrai enjeu, je trouve. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que c'est intéressant. Vous dites que 45% des médecins se posent la question de la remise en question de leur métier lié à l'IA, alors qu'on est dans un contexte où on manque considérablement de médecins et ça va encore durer quelques années. Du coup, je rebondis sur Zakaria. On va peut-être un peu bouleverser ce qu'on prévoyait de se dire, mais est-ce que vous, c'est quelque chose que vous partagez entre vos collègues étudiants? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les discussions? Très intéressant parce que quand Monsieur Salis parlait des 47%, il se trouve que je fais partie des 53%. Bon, ça va. Et peut-être que mon cursus en informatique n'y est pas pour rien, justement. Je vois à quoi ça ressemble. Oui. Je vois comment l'IA peut avoir un rôle dans le cursus de santé. Et comme je le disais, pour moi, ce n'est pas dans le diagnostic clinique que l'IA a joué un rôle. Le médecin est justement formé à ça. Dans les études de médecine, on apprend à manipuler les informations que l'on a pour faire un choix et une décision clinique et pour en assumer les conséquences. Et c'est là le point, je pense, le plus important. C'est qu'une intelligence artificielle n'assume pas les conséquences. Donc, en cela, je sais que bientôt, l'intelligence artificielle pourra techniquement avoir la capacité de me remplacer dans certaines tâches, mais le temps que ce soit réellement mis en pratique, je pense qu'il faudra beaucoup plus de temps. Personnellement, ça me fait moins peur. Mais mes collègues,
ça leur fait peur. Et puis le patient, il a peut-être envie d'avoir en face de lui, pour lui annoncer une mauvaise nouvelle ou pour lui dire comment ça va se passer la suite, il a peut-être envie d'avoir quelqu'un qui lui touche le bras, qui lui... On a l'habitude de travailler sur l'empathie quand même, et du coup c'est important. Ok, je trouve que c'est assez rassurant. Je voulais passer maintenant la parole à Serge Alexandre, parce que du coup, quand on préparait cette table ronde, on se disait que bon, évidemment, il y a de plus en plus de malades, on a besoin de plus en plus de soignants, et du coup, on a besoin de plus en plus de soignants performants, comme toujours. Et donc, du coup, il faut les former. On évoquait même la notion de formation en masse, même si c'est pas très joli, mais en tout cas, on va mettre les guillemets nécessaires et on va garder ce terme. Et du coup, comment est-ce que vous, dans la Croix-Rouge, vous intégrez dans votre formation pour former le plus de gens possible avec un niveau de qualité important, les outils d'intelligence artificielle? Quelles sont vos réflexions actuellement sur ces sujets-là? Déjà, merci beaucoup et merci pour les échanges. Et c'est vrai que quand on parle de formation de masse, en fait, il faut se projeter en disant qu'en effet, on a de plus en plus de besoins de professionnels sur le terrain, mais il y a quand même une pénurie. Pourtant, on en forme, hein. On en forme. Les quotas ne cessent d'augmenter. À titre d'exemple, on était passé il y a à peu près 5-6 ans entre 120 à 150. On est entre 150 et à 180, et là, on même de 180 à 200 pour les années à venir. Bah, ça veut dire qu'on est attractif. Vous êtes attractif. C'est qu'on est attractif. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une demande de former avec autant de personnes. Donc après, c'est de se dire comment on peut former du coup autant de monde et comment on peut garantir toujours une qualité de la formation, parce que ça, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est ce qu'on porte à la Croix-Rouge et dans plein d'autres instituts également. Et c'est de se dire aussi comment on arrive à former en masse en lien avec un référentiel qui est aussi dense. Parce qu'en plus, là, il est en train d'évoluer, notamment sur le référentiel infirmier. Donc c'est de se dire comment on va pouvoir accompagner ce changement et comment on va pouvoir répondre aux besoins réels du terrain. Et également, donc, dans le cadre du besoin de l'attractivité, c'est de se dire comment on peut toujours proposer une formation pertinente, performante et attractive en lien avec une génération. Et quand je dis génération, je ne parle pas d'âge, je parle vraiment de groupe. Merci beaucoup. Non, c'est très important parce qu'en effet, dans nos apprenants, ça c'est le premier point que je disais à mes proches, c'est que nos étudiants n'ont pas spécialement 18 ou 22 ans ou autre. J'ai fait des sessions sur la e-santé à des étudiants qui avaient 58 ans, et qui sont tout autant étudiants qu'un étudiant de 18 ans. Donc voilà, donc ça, faut démystifier un peu cette idée. Et sur la formation, du coup, ça va avoir des impacts, évidemment, tout ça. Et donc là, l'IA, en effet, va pouvoir entrer en jeu à un moment donné. Ça va avoir un impact sur la gestion des cohortes, déjà. Parce qu'en effet, on oublie beaucoup les métiers administratifs, mais ils sont essentiels dans la rouage des formations. Donc c'est aussi, on parlait des formateurs, de comment on va les accompagner, comment ils vont pouvoir se saisir de ça pour mieux former, ou du moins former de masse. Il faut penser aussi au volet administratif et l'organisation, la structuration. Donc ça, c'est un premier point, je dirais, et que l'IA va pouvoir éventuellement nous accompagner pour peut-être de la planification, pour peut-être de l'harmonisation, pour de la simplification, voilà. Ensuite, il y a, de par le fait qu'on fait de la formation dite de masse, soi-disant, plutôt on va dire quantitative, c'est de se dire on va avoir des niveaux très hétérogènes, et ils sont de plus en plus hétérogènes. Mais notre job, c'est qu'à la fin du diplôme, ils puissent exercer et qu'ils soient des professionnels de santé. Donc pour ça, il y a une remise à niveau nécessaire. Et donc, comment on construit cette remise à niveau? Comment on l'accompagne? Et à mon sens, c'est en effet en diversifiant la formation, en l'étoffant. Et il y a ce concept, ça faisait partie de mon mémoire de recherche il y a quelques années de ça maintenant. Il y avait le fait que le patient est au cœur de son parcours. Et bien, l'idée là, c'est que ce soit l'apprenant qui soit au cœur de son parcours de formation. Et en fait, c'est nous qui allons apporter des choses. Et c'est l'apprenant ou l'apprenante qui va se saisir en fait de ce qu'on peut proposer. Parce qu'en effet, les niveaux seront différents. Et par contre, l'un des points qui va nous questionner, c'est aussi comment on peut évaluer. Ils en ont parlé dans la table ronde juste avant. C'est aussi comment on va pouvoir évaluer les compétences, les connaissances, les acquis réels en fait. Et là, c'est de se dire, il faut en fait faire le point sur quels sont les fondamentaux, les éléments de base qu'il faut à tout prix que l'apprenant, l'apprenante ait intégré et soit en capacité d'appliquer. Et quels sont les éléments qui permettent d'aller plus loin dans l'expertise, qui permettent de se spécifier et d'être un réel acteur identifié dans le parcours de soins. Et donc c'est là où en fait on va pouvoir travailler avec l'IA, à mon sens. Voilà, et donc l'idée c'est toujours d'être dans de la ludopédagogie, ça c'est hyper important. Après on ne fait pas rien, hein. Aujourd'hui il y a déjà des choses qui sont en route. On a de la simulation qui est proposée, que ce soit la simulation réelle ou virtuelle. Mais l'idée, c'est comment on peut aller plus loin. Après, les points de vigilance, c'est le apprendre à apprendre.
dans la pédagogie, en effet, on a plein d'outils, il y a plein de possibilités d'apprendre, mais est-ce qu'on apprend vraiment? Et ça, c'est une grosse question. Ça, c'est une vraie question. Oui. Voilà. Et après, c'est de se dire, donc dans les usages de l'IA, l'idée, c'est de pouvoir peut-être avoir des scénarios diversifiés, des complexes, plus ou moins complexes, mais aussi adaptés au parcours. Parce que l'idée, on fait de la formation dite de masse, on va donc avoir des groupes très hétérogènes, qu'au fur et à mesure, on va pouvoir lisser, si je puis dire, pour avoir des niveaux homogènes, pour avoir rester dans le cadre du référentiel également. Mais l'idée, c'est d'être aussi dans l'inclusivité, parce qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Donc c'est comment on arrive aussi à être inclusif. Serge Alexandre, merci beaucoup, c'est très instructif. Et du coup, vous me permettez de faire la transition avec la partie formation continue et évaluation. Alors, Kevin, vous m'avez dit que les outils d'intelligence artificielle permettraient peut-être de doubler la prise en charge de personnes en formation continue, que ça allait vous faire gagner un temps précieux, puisqu'on sait que l'âge avançant, on est dans la pratique, et puis il faut se remettre à niveau régulièrement, parce que l'apport en connaissances, il est énorme tous les jours. Racontez-nous votre expérience. On n'aura pas le temps de passer votre film, et je regrette vraiment, parce que je l'ai visionné, il est très intéressant, mais donnez-nous votre expérience sur ce sujet de la formation continue, l'évaluation, et ensuite, après, si vous êtes d'accord, on demandera à Renaud, qui lui aussi a une expérience en termes de formation continue, s'il veut bien nous dire comment est-ce qu'il voit les choses demain. Alors, moi, j'ai eu l'occasion, IA ou pas IA, d'avoir participé à la création d'un MOOC, donc d'un mot massif dans MOOC. C'est l'objectif de donner accès à de la connaissance et à de la compétence, si on peut, à large échelle. Moi, j'ai vécu en tout cas dans mon domaine de généticien, la nécessité de former de façon intense toute ma communauté sur une nouvelle technologie. Et donc là, j'étais pas en capacité de faire un cours pour tout le monde partout. Et ce MOOC a été du coup suivi par 70 000 personnes sur ces dernières années. Donc c'est montrer qu'on est en capacité, avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies, de rendre accessible cette diffusion de la connaissance, puis maintenant de la compétence. Ce que je crois, c'est que effectivement avec l'IA, on a été en capacité, là, avec ce que je vous ai présenté avant, les examens cliniques standardisés par l'IA, de donner accès à 6 universités, à avoir 700 étudiants qui ont pu être évalués en même temps de façon simultanée, sans avoir à gérer toute la logistique qui va avec. C'est les premières étapes, ou alors de rendre accessible dans les territoires. Là, on n'a pas de salle de simulation. On peut donner accès avec ce type d'outils. Donc clairement, moi, je le vois comme un super vecteur de moi en tant qu'enseignant, de pouvoir être en capacité de toucher davantage de public que je ne pouvais avant, tout en essayant de garder un niveau de qualité qui est essentiel là-dessus. Moi, j'avais beaucoup aimé l'évaluation par les pairs qui a été faite lors des MOOC. Actuellement, il y a une évaluation qui est par les pairs, qui est augmentée, assistée par l'IA, et ensuite avec une touche humaine quand on peut le faire. Et donc, on va construire tous ces nouveaux usages ensemble et les rendre applicables pour que les étudiants en médecine, normalement, demain, n'auront pas peur d'être remplacés, parce qu'il n'y a pas de raison. Non. Et parce que moi, je vois pas un monde où demain, ce soit une IA qui m'annonce que j'ai un cancer. Donc, jusque-là, normalement, tout va bien. Je passe la parole à Renaud. Renaud, du coup, dans l'école de formation numérique, il y a tous ces sujets, plus les sujets issus de votre expérience. Sur cette formation continue, donnez-nous votre vision, s'il vous plaît. Mais je vais peut-être partir de quelques éléments qui ont été donnés. En médecine, le patient au centre du parcours. Dans le domaine de l'éducation, c'est l'étudiant. Mais en fait, l'étudiant va rester étudiant toute sa vie. C'est la première chose qu'il faut comprendre. On a parlé de ce renouvellement des données. On est obligé d'apprendre en continu. Et donc, ça veut dire qu'un des points essentiels sera d'apprendre à apprendre. Enfin, ça devrait déjà être un point essentiel, mais ce n'est pas forcément développé suffisamment. Et ça, je pense que ça va être essentiel en médecine comme dans toutes les autres disciplines. Donc, la formation continue, ça va être, nous, universitaires, on doit donner les outils, on doit pouvoir travailler là-dessus. Il y a une légitimité quand même à, par exemple, se dire que dans tel ou tel domaine, voilà ce qui est important à savoir, voilà ce qui n'est pas trop important. Et donc,
faire ce tri et proposer des capsules qui permettront de connaître, d'aller vers ce qui est important et ce qui est validé. C'est-à-dire que l'IA génère beaucoup de choses. Dans YouTube, il y a pas mal de choses aussi, mais ce n'est pas forcément validé et on peut avoir des inquiétudes. Et je trouve que c'est très complémentaire de ce que fait Kevin, et je le pousse maintenant pour qu'on essaye de faire un truc ensemble, c'est d'avoir effectivement, comme finalement c'est un LLM, hein, le chatbot est un LLM, et derrière, il va pouvoir prescrire, il va pouvoir interagir avec l'étudiant ou le professionnel et dire, mais là, il y a peut-être quelque chose pour vous. Moi, je pense qu'il faut adosser des bases de données de vidéos, de vecteurs de connaissances à un LLM pour pouvoir travailler ces choses-là. Et à ce moment-là, ça va aider les personnes qui veulent, qui doivent, en fait, il n'y a pas le choix, se former, améliorer leurs compétences pour pouvoir avancer. C'est un peu comme ça que je vois les choses, avec finalement peut-être deux mots qui n'ont pas encore, enfin, curiosité, le mot a été lancé. Oui. Il faut des gens curieux. Moi, je voudrais travailler qu'avec des gens curieux parce que c'est tellement plus agréable. Et puis, la deuxième chose, je ne sais pas encore comment on peut le faire, mais parce que c'est très complexe, c'est d'apprendre l'esprit critique. Eh oui. Et c'est vraiment ça, dans apprendre à apprendre, c'est être curieux et avoir l'esprit critique. Et finalement, avec ça, on peut avancer. Et la formation continue, ça déroule à partir de là. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. J'avais encore quelques questions pour les uns et les autres, donc je vais essayer de faire des questions concises et puis des réponses courtes. Zoubir, vous m'avez dit quand on préparait que votre métier c'était de concevoir des modèles prédictifs et que du coup, certains il fallait les faire valider par les autorités, dont la FDA, et vous vous y frottez. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'à l'université il y a des formations pour les étudiants justement sur cet accès à la validation et que finalement dès la conception ils intègrent le fait que au final quelqu'un à la fin va évaluer leurs solutions avec sur l'IA générative des solutions figées par exemple, alors que l'IA générative c'est pas tout à fait figé au départ. Est-ce qu'il y a des systèmes de formation comme ça que vous mettez en œuvre, que vous espérez mettre en œuvre sur ces sujets-là? Il y a Ça marche? Ça marche, ça marche. Dans l'école de santé numérique, il y a quelques cours pour réglementation. On court ça, mais je ne sais pas si c'est ouvert pour les étudiants ou pas. Je pense que c'est pour les professionnels, je pense. C'est ça? C'est étudiants aussi? Mais c'est pour les étudiants aussi. Les étudiants aussi. Okay. C'est des étudiants en master, oui, évidemment. Mais dans mon cours avec des étudiants de médecine, je cours certains aspects de réglementaire aussi. Et en fait, on parle de réglementaire, on parle de même sujet dans l'histoire. Peut-être vous avez entendu, je donne les mêmes, peut-être Zachary se souvient ça, Mycine. Quelqu'un a entendu Mycine dans les années 70, 1970. Il y avait un logiciel Mycine. Donc, Stanford, Université Stanford, ils ont développé cet outil. C'était peut-être le premier outil, on peut dire, IA. Ils ont utilisé le if-then, ils ont utilisé 450 de règles de if-then. Donc, le but, c'était donner le meilleur traitement d'antibiotiques pour les patients avec méningitis ou infection du sang. Donc, quand ils ont validé, cet outil outperform de médecine junior. Donc, c'était super. Mais aucun hôpital a accepté de déployer cet outil. Pourquoi? C'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Hein, on manque de responsabilité. Qui est responsable si quelque chose ça va pas?
qui est responsable, on ne sait pas. Il n'y a pas de, comment on dit, legal framework. Donc, on manque, on est dans la même situation aujourd'hui. Hein. Donc, on a AI Act, on protège, on se protège bien sûr. Dans l'AI Act, Medical AI, c'est le risque plus élevé dans l'IA. Sur la responsabilité, hein, évidemment, aujourd'hui, nos amis assureurs sont très présents parce que, du coup, évidemment, ils assurent les professionnels de santé et croyez-moi qu'avec eux, on avance assez rapidement sur qui est responsable de l'utilisation. Je voulais juste reposer une question à Serge Alexandre sur les référentiels de compétences, et du coup peut-être d'autres interviendront sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui on intègre clairement de l'IA dans le référentiel de compétences pour la formation de formateurs, pour les former? Comment est-ce que vous commencez à réfléchir à intégrer ça? Parce que j'imagine que tout n'est pas fait, on est au début, mais c'est quoi la réflexion sur ce sujet? En effet, on est sur le début. Après, on avance quand même pas mal en lien avec des projets. Hein. Oui. C'est par ce biais-là qu'on avance. Des projets en consortium. Donc là, je pense en effet à ESM BUM, mais pas que. Il y a aussi un projet Furet Déméter et plein d'autres. APIM Sasso, enfin voilà, plein de projets qui existent et qui sont portés et financés par l'ANR, financés aussi par la région, voilà, selon la dynamique. Donc on le pense comme ça, on le réfléchit ensemble. L'idée, c'est pas d'avancer seul, parce qu'on n'est pas le centre du monde, ça c'est certain. C'est ensemble, on peut avancer plus intelligemment. Donc après, sur l'implémentation, c'est en fait au fil de la formation. C'est-à-dire, c'est identifier, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux éléments fondamentaux, peut-être rester sur une pédagogie plus traditionnelle. Par contre, pour aller plus loin, s'exercer pour l'apprentissage, l'entraînement. Voilà, hein, les limites d'exercice, c'est les terrains de stage, les capacités à accueillir en terrain de stage. Donc, c'est se dire, donc la simulation va prendre plus de place. Donc, on est conscient de ça. Hein, ça fait longtemps qu'on en est conscient. En tout cas, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on le fait à la Croix-Rouge. Donc, c'est de se dire, comment on peut renforcer ça, comment on peut aussi l'optimiser, et ça reprend sur les échanges aussi de tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir des formateurs qui vont être optimisés, qui vont être expertisés davantage, voilà, via l'utilisation de l'IA. Donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir l'implémenter. C'est aussi sur nos scénarios, nos séquences, avoir plutôt des jeux sérieux, des escape games, et après aussi avoir des parcours adaptatifs, par exemple, qui, au vu de l'évolution de l'apprenant, va pouvoir proposer d'autres exercices, complexifier l'exercice, reprendre, faire une sorte de remédiation. Mais attention, n'oublions pas la place du formateur, qui en effet pour moi essentiel était l'expert métier. Et le débriefing humain, et on va dire avec l'expert métier, restera essentiel et essentiel à mon sens. Une dernière question avant de passer le micro à la salle pour Renaud, peut-être. L'utilisation de l'IA, ça pose un certain nombre de questions éthiques. Donc, on ne va pas se lancer dans les questions éthiques là, parce que ça ferait l'objet d'une autre table ronde. Mais comment est-ce qu'on enseigne l'éthique justement dans l'école de formation? Alors, c'est pas un piège, hein, c'est que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Alors, c'est l'inégalité d'accès aux soins, c'est les biais, c'est plein de choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on prend cette notion d'éthique dans votre enseignement? Je vais faire preuve d'éthique. Je n'ai pas travaillé la question avec l'école de santé numérique et je vais peut-être laisser la parole à Maurice pour répondre à la question. Mais oui, si tu... Donc, je ne sais pas. Si on peut te céder le micro une seconde. Oui, merci de me céder le micro, Maurice Saillot. Donc, j'anime avec... Reste debout. Il faut que je reste debout. Maurice. Alors, je vais me mettre là. Mais sinon... oui, voilà, viens là. Ah non, mais pas à ta place. Je ne saurais pas le faire. Donc, j'anime avec Brigitte Couette et un certain nombre de personnes ici que je vois au fond de la salle, et aussi toutes ces jeunes personnes qui sont beaucoup trop jeunes pour savoir comment s'est montée l'école de santé numérique. Ils sont tous très jeunes. Et l'idée, c'est effectivement de couvrir un référentiel très basiquement qui a été proposé par un groupe d'experts au niveau national. Et on a contribué à proposer ce référentiel. Et dans ce référentiel, il y a un petit peu d'IA. Alors si je vous dis le temps passé à l'IA, proposé dans le premier cycle, c'est-à-dire dans les 3 premières années des études en santé, c'est tellement limité. Allez, en tout et pour tout, on va dire 1 heure et demie, 2 heures
passer sur le sujet. Mais Renaud est capable, en 1h30, de nous faire comprendre tout sur l'IA, et Zub fait pareil, un petit peu plus longtemps quand même. Donc, sur l'IA... Mais je suis sûr qu'ils vont te grappiller quelques heures supplémentaires après cette journée dans voilà, la grille d'enseignement. Mais évidemment, c'est en train d'arriver, Serge le disait, c'est en train d'arriver, puisqu'il y a une stratégie en cours. Et pour l'éthique, ça fait partie du référentiel. Donc, ça fait partie pour les professionnels de santé, on l'intègre, nous, à l'école santé numérique de l'Université de Montpellier et de ses partenaires, dans les différentes formations, qu'elles soient pour les professionnels de santé, les spécialistes du numérique ou des affaires réglementaires. Voilà. Et par rapport à la question de l'IA et comment est-ce qu'elle va encore plus prendre de place, la stratégie santé de données et intelligence artificielle lancée fin d'année, entre l'été et la fin d'année 2025, apporte des propositions et nous annonce une transformation du référentiel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, grâce à toutes ces personnes qui sont là et qui ont très bien évoqué tout le potentiel en formation, et grâce aussi aux étudiants, mais Zacharia, désolé, tu es trop jeune ou trop vieux, je ne sais pas, puisqu'on a lancé ça depuis finalement moins de 3 ans en réalité, mais il est en 4e année, donc déjà, voilà. Mais avec toute son expérience, c'est déjà fait, mais le référentiel va évoluer, va intégrer encore plus l'IA dans la formation et la formation à l'IA en santé, mais comme l'a dit la doyenne Lafont, toute la question, c'est de faire tenir ça dans un agenda d'étudiants et d'étudiantes. Et là, c'est une question d'éthique pédagogique. Et j'irai pas plus loin. Merci. On va passer le micro à la salle. Je voulais redire un peu ce que je disais en entrée. On a abordé l'aspect de la formation sous l'angle professionnel de santé. Mais l'important aussi, c'est d'informer et former, de co-construire des contenus avec, alors je ne sais plus comment je vais vous appeler, les patients, les personnes malades, ou vous nous direz. Mais en tout cas, on a beaucoup de travaux sur ce sujet-là avec France Asso Santé. Et évidemment qu'il faut que on soit capable de cultiver tout le monde sur ces sujets-là pour que tout le monde se comprenne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et le micro. Superbe, franchement, c'est bien ce que vous faites. C'est super ce que vous faites. Moi, je suis enseignant aussi de la perspective patient avec des médecins à Bobigny. Donc, je travaille beaucoup avec vous. Donc, je vois comment vous fonctionnez sur l'IA, l'importance que ça prend dans les études et dans les écrits. Parce que dans le rendu, souvent, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, c'est comment travailler avec eux une notion qui est fondamentale aujourd'hui, l'esprit critique. C'est comment leur dire d'où vient la source, comment ils l'ont utilisée et qu'est-ce qu'ils ont vérifié derrière. Parce que souvent, ils ont la tendance à chercher en disant « on nous a dit, c'est comme ça », et ils nous sortent 10 sources qu'ils n'ont jamais vérifiées, et dont 2 ou 3 sont fausses. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est notre rôle de pédagogue, et de dire comment on fait pour aller les chercher sur ces notions-là qui sont les limites de l'intelligence, de dire « je recopie quelque chose sans comprendre ». C'est ce que je disais tout à l'heure dans notre table, de bien comprendre les éléments pour bien expliquer les choses. Et c'est pour ça qu'à Bobigny, par exemple, parce que je ne suis pas sur Montpellier pour l'instant, au niveau de la fac, c'est de réfléchir sur la notion de perspective patient. C'est-à-dire, on va montrer les deux mondes qui existent. C'est-à-dire, ce que vous dites tout à l'heure, le patient n'est plus au centre. Je le lis parce que c'est important. Il est sur la table. Et c'est pour ça que l'étudiant est aussi non plus au centre, mais devient à la table. Parce qu'il va auto-alimenter et c'est lui qui va un peu guider son apprentissage. D'où le pontage, les ponts qui peuvent se faire entre la formation continue pour moi et la formation initiale. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment nous, on travaille sur le long terme. Et ma question, c'est donc vraiment, je reviens sur ma vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'esprit critique et comment vous l'introduisez dans votre processus, en fin de compte, pédagogique ? Alors, la réponse va être très personnelle dans la mesure où, en fait, l'esprit critique, moi, je l'ai énormément enseigné dans le domaine des épidémies. Je suis un spécialiste des épidémies de choléra et je me suis retrouvé, il y a 15 ans de ça,
a investigué à la demande de l'ambassade de France et du ministère de la Santé d'Haïti. Vous entendez la situation d'Haïti aujourd'hui, c'est catastrophique, c'est vraiment très triste. Et il y a eu une épidémie de choléra. Et l'investigation a montré, l'investigation que j'ai menée avec les collègues haïtiens, a montré que c'était les casques bleus qui avaient amené le choléra. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et là, on se trouve face à une situation compliquée avec de la désinformation, y compris de la désinformation par des institutions. Et là, il faut commencer et apprendre aux étudiants que finalement, chacun a des intérêts, chacun a des agendas, et pouvoir critiquer un point de vue, pouvoir critiquer une manière d'aborder les situations. Donc moi, je l'ai surtout enseigné dans le domaine des épidémies, y compris la pandémie de Covid. Il y a énormément à faire et à faire le tri entre ce qui est du complotisme pur et dur et ce qui est de l'esprit critique, parce qu'on doit quand même garder l'esprit critique dans ce cadre-là. Donc pour moi, c'est d'abord à ce domaine-là que je l'ai appliqué. Mais évidemment, quand je me retrouve face à une IA qui me dit quelque chose, d'abord parce que l'esprit critique, il nécessite des connaissances très importantes. Parce que justement, parce que sinon, je ne suis pas capable de... J'allais dire, Renaud, parce que tout à l'heure, quelqu'un disait, pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut être un expert. Et donc, du coup, est-ce que pour avoir l'esprit critique, il faut justement être au-dessus? Et donc, ça, c'est une question. Alors, il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir exercer correctement l'esprit critique. Mais il faut aussi avoir l'esprit critique. Donc on peut quand même gagner dans ce domaine-là en essayant de forger cet esprit critique. Et ça me rappelle quand même juste un papier qui est sorti dans le New England Journal of Medicine qui montre que l'usage de l'IA ne va pas avoir les mêmes conséquences selon le niveau d'expertise qu'on a au départ. Et un des problèmes sera de faire monter le niveau d'expertise des médecins, des étudiants, des patients, quand on peut le faire aussi, et de faire en sorte qu'ils puissent effectivement apporter cet esprit critique. Ce n'est pas gagné d'avance parce que c'est tellement simple. Et moi, j'ai une crainte, c'est l'arrivée effectivement dans les facs de médecine d'étudiants qui auront été lycéens ChatGPT. Et bien sûr. Parce que là, je ne sais pas ce qu'ils auront acquis et il y aura un travail à faire de ce côté-là. Eh bien, tant mieux, on se retrousse les manches et on y va. Une autre question. Céline Auron, bonjour et merci pour les interventions. Parce qu'il y a plein de bras qui se lèvent, donc du coup, je me dépêche. va les prendre. Non, mais une question courte. Non, mais moi, une question. En fait, ce que je trouve intéressant, vous avez abordé évidemment la formation initiale, vous avez abordé un peu la formation des enseignants, qui est aussi évidemment un sujet, et celle des professionnels qui rentrent dans des cursus de formation. Mais peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est si on ne rentre pas dans un cursus de formation et qu'on est un professionnel de santé en exercice, qu'est-ce qu'on peut proposer en situation pratique pour encadrer l'usage, parce qu'on voit bien que les professionnels, moi je suis allée les voir, les médecins, ils sont sur Internet toute la journée. On voit qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, ils proposent spontanément avec de l'IA des résumés, des recommandations. On vient de voir récemment que Google a enlevé d'ailleurs certaines recommandations parce qu'il y a des erreurs, notamment dans la santé. Mais comment on va accompagner ça de façon pragmatique, j'ai envie de dire, pas uniquement avec des formations dans lesquelles il faut faire le choix d'entrée. Très intéressant. Qui a une idée ? Est-ce que c'est de la courte formation à distance ? Est-ce que c'est quoi Pardon, vous voulez permettez, je vais répondre en partie et laisser la parole à un professionnel de la formation. Je voudrais rappeler qu'en médecine, on a une partie de la formation en esprit critique par le biais de la lecture critique d'articles qui nous apprend. Mais là, la question, elle n'est pas sur l'esprit critique. Sur la formation continue. Oui, elle est sur la formation continue. Et donc là, je laisse répondre pour les libéraux, finalement. Allez, messieurs. C'est sûr que ça rejoint un petit peu sur l'esprit critique dans le sens où la difficulté pour moi, c'est pour les libéraux, c'est de savoir à quel point ils peuvent faire confiance à l'outil. En fait, c'est de travailler sur comment on va... et c'est vrai pour les étudiants en médecine, c'est vrai pour
tout le temps, c'est finalement d'enseigner, d'être en capacité de se mettre d'une autre perspective et de le voir avec le risque que ça peut avoir si jamais on venait à avoir trop confiance ou pas avoir assez confiance, parce que c'est toujours cette balance-là. Il y a un monde où aujourd'hui faire un diagnostic assisté avec l'IA, on va être plus performant, donc c'est le meilleur soin. Et de l'autre côté, si on fait trop confiance, on peut aussi être amené à faire un moins bon soin. Donc c'est mettre en place, nous en tout cas, des situations où on arrive à permettre qu'ils se questionnent et qu'ils puissent se dire, ok, dans cette situation, qu'est-ce que je ferais moi, les aider à réfléchir dessus, et parce que c'est ce qui marche le mieux. L'apprentissage, c'est la réflexion de l'expérience, donc il faut qu'ils aient une expérience, il faut qu'on puisse accompagner cette réflexion pour permettre que les libéraux, au sens, j'espère, plus large, puissent aussi prendre en compte. Et ça, pour le rendre, après, pour le massifier, c'est l'autre problème. Pour le massifier, on a besoin de plus d'enseignants, on a besoin de nouveaux outils pédagogiques, mais je crois que les deux sont en cours de question très importante. Oui, juste par rapport à ça, je voulais juste... vous avez parlé tout à l'heure de SN by UM et de Fury Demeter, qui sont les deux projets ANR financés en Occitanie. Ils visent aussi la formation continue et notamment des libéraux. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi des réponses qui sont en train d'être construites. On a une question de Laurent monsieur. Bonjour, Laurent D'Amico. Donc la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger, de discuter avec monsieur Laurent Alexandre et Olivier Babot. Je ne sais pas si vous connaissez Laurent Alexandre. Oui, oui. Donc ils ont sorti un livre que j'ai lu, je conseille à lire tout le monde, ne faites plus d'études, apprenez autrement avec l'IA. Et par contre, donc Laurent Alexandre, qui est quand même chirurgien médecine, lui dit arrêtez de faire des études de médecine. Alors moi, ça tombe bien, je ne suis pas dans la pharma, je ne suis pas médecin. Donc ce qu'ils disent, c'est assez violent, mais ils donnent beaucoup d'arguments et de dire utiliser ChatGPT pour apprendre, mais apprendre tout seul, quoi. Donc par rapport à ce qu'ils arguent, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils ont écrit, par rapport à ce qui s'est passé, moi j'ai un fils de 17 ans et demi, donc je dis oula, et surtout quelque chose qui est important, ils ont dit il n'y a plus de place pour les feignasses. Donc le problème, c'est un problème humain. Plaisir, paresse, récompense, c'est comme ça qu'on met câblé notre cerveau. Donc là, le problème, c'est qu'on donne tout à ChatGPT, il nous ressort de la soupe, donc on n'a pas à réfléchir. Et le problème, c'est comme... Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? La question, c'est qui c'est qu'il faut prendre au sérieux, Laurent Alexandre ou les personnes qui sont autour de la table? Allez-y, j'ai une réponse pour le sujet. Là. De manière... Alors, je suis en train, non pas de lire, mais de relire le livre de Laurent Alexandre et Olivier Babot, je crois. C'est ça, voilà. C'est ça. J'ai regardé les vidéos. C'est un peu ma manière de faire, c'est toujours d'aller au fond et d'investiguer ça. Donc, en le lisant, quand je l'ai lu la première fois, j'avais un a priori un peu défavorable parce que quand on écoute Laurent Alexandre, il est quand même urticariant. Et, il est un peu provoque, mais bon. Il est un peu provoque, un peu sec. Et donc, j'ai lu et il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes dans ce qu'il écrit. Par contre, il ne faut pas s'en tenir au titre, mais moi, je le vois comme il faut complètement réformer les études. Et c'est pour ça que j'ai reparlé d'apprendre à apprendre, la curiosité. Et là, on va être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il pousse effectivement les gens à être curieux, les gens à s'auto-former, les gens à critiquer, mais il restera quand même il reste quelque chose. J'ai insisté aussi, c'est ma manière de balancer. Il y a quand même des connaissances à avoir. Et c'est pas parce que les connaissances médicales doublent tous les 2 ans, tous les 1 an et demi. Mais la doyenne disait tous les 1 an et demi. L'anatomie reste la même, la physiopathologie existe toujours. Moi, je suis enseignant de parasitologie, mycologie. Il y a quand même beaucoup de choses qui existent et qui servent à comprendre l'ensemble, y compris d'ailleurs la géographie et l'histoire. Donc, l'idée qu'il n'y aurait pas besoin de faire des études et aller uniquement sur ChatGPT est tout aussi dangereuse que l'idée de rester
complètement sur ce qui existe actuellement, où le maître fait son cours et on en reste là. Donc il faut trouver quelque chose entre les deux, et c'est pour ça que j'essaye un petit peu de secouer mes collègues sur cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses intéressantes, en tout cas, dans son bouquin. Juste avant de passer le micro, quand même, parce que la question, elle est intéressante, et il y a un autre point de vue qui serait de dire, demain, vous êtes patient, je suis patient, et en face de moi, j'ai un médecin qui n'aura pas fait d'études de médecine et qui aura utilisé uniquement ChatGPT. Je ne suis pas sûr que j'aurai complètement confiance. Donc, moi, je dis bravo à Laurent Alexandre parce qu'il pousse le très loin et qui nous oblige à réfléchir. C'est génial. Mais moi, aujourd'hui, j'ai quand même confiance dans les médecins qui ont été formés traditionnellement. Et pour compléter aussi en tant qu'institut du coup formation, très court, très court, mais c'est en fait l'usage de l'IA ou de ce genre d'outils, c'est dans de l'expérimentation, dans une partie du processus de formation. Ça ne doit pas être pour les éléments de base ou les connaissances de base. Les fondamentaux, ça peut pas être appris par de l'IA. Voilà, l'IA en fait va combiner de l'information, va la synthétiser, va proposer des choses, mais l'expertise derrière et les fondamentaux, ça doit rester la place du formateur et des experts métiers. Et après l'expérimentation, l'entraînement, oui, ça peut dire ce genre d'outil. Et on a parlé de probabilité ce matin, mais bon, puisque l'IA générative, elle est Exactement. probabiliste. Donc, qui avait une autre question, monsieur ? Monsieur, on va commencer là. Je vais tâcher de faire rapide. Vous parliez de la formation continue des professionnels de santé. Et peut-être une question du coup pour Zakaria. Je lisais, alors j'ai plus l'enquête en détail, mais une enquête qui visait à demander à des médecins, je crois généralistes, quels étaient vraiment leurs besoins à court terme sur ces outils d'IA. Et finalement, il y avait beaucoup plus, plutôt que d'avoir une aide à la décision et une aide de diagnostic, un besoin de gagner du temps, par exemple avec des outils d'ambient listening qui permettent de faciliter la rédaction du rapport. Enfin, j'ai pas les bons termes médicaux, mais donc dans les enjeux de formation continue, comment vous arrivez à récupérer les besoins de terrain des médecins? Est-ce que on n'est pas un peu en train de fantasmer? Enfin, il y a beaucoup de fantasmes qui viennent justement de l'IA, et demain on pourra faire des diagnostics très rapidement sur les médecins. Dans quelle mesure on n'est pas en train un peu de fantasmer de ça et de se tromper de besoins, alors que peut-être les besoins des professionnels, ils sont beaucoup plus terre à terre, et en évitant d'être dépossédés de ces diagnostics. Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, elle est très bien. Merci. Qui veut répondre? Rapide, hein, oui, c'est sûr. En plus, il y a On aurait une l'équipe dernière question. Erios au labo d'IA du CHU de Montpellier. On a cette chance avec une super équipe d'essayer de récupérer les retours terrain directement. Comme ça, on crée automatiquement les usages qui sont utiles. Donc, c'est une démarche qui est en cours complètement. Et pour avoir accès à cet outil, on doit se former, parce que sinon, on n'est pas en capacité d'autoriser l'accès à la donnée et à l'accès à l'IA. Donc, c'est tout ce versant-là qui est fait. Et effectivement, je crois que c'est à nous de choisir demain les compétences qu'on veut pour les soignants. Et je crois qu'aucun soignant ici veut abandonner sa compétence humaine et sa compétence relationnelle. Donc, moi, il n'y a pas de risque. On va toujours l'avoir, parce que c'est ce qu'on décidera, nous, de demain, ce qu'on veut pour les soignants. Mais on remonte les besoins. On travaille avec Maurice dans aussi des sociétés qui sont autres que de la formation. Et l'objectif, c'est de remonter, en effet, vous avez raison, parce que finalement, le entre guillemets client final, puisque c'est aussi un mot qu'on peut employer, c'est pas méchant, ben, il faut qu'on soit en accord avec ses besoins. Vous avez complètement raison. Une dernière question, je crois. Bonjour, pardon, merci pour ces échanges. Non, j'avais juste un questionnement, parce que j'entends beaucoup dire on remplacera pas le médecin est indispensable quand il y aura le diagnostic à donner, tout ça. Mais il y a quand même des spécialités où le médecin ne voit jamais le patient, quasiment jamais. Forcément, moi je travaille plutôt en radiologie, et je vois le radiologue juste diagnostic, il ne voit jamais le patient, il fait juste de l'interprétation d'image. En revanche, il y a des radiologues interventionnels, donc qui ont aussi un versant interventionnel, où là, forcément, je suis d'accord, il y a le patient, il y a le contact avec le patient. Donc, voilà, je me demande s'il n'y a pas aussi un travail de réajustement au niveau des métiers en eux-mêmes, de ce qui va être déporté plutôt vers l'IA, et ce qui sera de toute façon, effectivement, systématiquement avec une personne en face. Qui prend la réponse? Vous avez un micro. Si on prend la vision par ordinateur, effectivement, il y a un certain nombre de points où l'IA est en train d'avoir des performances techniques qui sont celles d'un médecin expert.
il restera au moins une chose. Imaginons que ça continue à progresser. Il restera au moins une chose qui est que le médecin, le radiologue, va devoir valider et en fonction d'un contexte aussi et prendre la décision. Donc ça va être au pire un métier de responsabilité. Je fais une réponse la plus franche possible. Ça fait un peu mal quand même à entendre, mais Renaud, ça nous rapproche de l'expérience des biologistes. Et ça nous rapproche de l'expérience des biologistes. Et en plus, je travaille sur le développement d'outils IA en vision par ordinateur pour le diagnostic microscopique. Donc, en plus, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire-là. Donc, c'est vrai, il y a quand même un risque. Et c'est vrai que nous aussi, on propose du diagnostic à distance parce qu'il y a le bien-être du médecin, mais il y a aussi l'intérêt du patient. Et l'intérêt du patient, si c'est d'aller plus loin que ce que font les médecins actuellement, moi, je suis assez favorable pour y aller. Tant pis, on trouvera un autre moyen de... Enfin, bon, moi, c'est trop tard. Mais on trouvera un autre moyen de gagner notre vie. Non, c'est pas trop. Écoutez, on va clore cette table ronde qui était passionnante. Merci aux questions. Merci aux intervenants. Merci vraiment beaucoup. Donc, je propose qu'on les applaudisse. Et puis, on va céder la parole aux intervenants suivants. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a été proposé par Digital 113 dans le cadre du programme Digitalis Future. Retrouvez l'ensemble des contenus de cette conférence, mais aussi une série de podcasts sur le site de Digital 113 et sur toutes les plateformes audio. À bientôt.